Merci d'être aussi nombreux pour cette session webinaire du mois de juillet. Vous faites encore partie des personnes qui sont derrière leurs ordinateurs en ce mois de juillet. On est heureux de passer, Christophe et moi, 30 minutes avec vous aujourd'hui pour parler de la modulation du temps de travail et même plus particulièrement de l'annualisation du temps de travail. Pendant ces 30 minutes, avec Christophe, nous allons voir comment mettre en place l'annualisation dans vos entreprises, quelles sont les règles à respecter et quelles sont les bonnes pratiques et les bons outils à mettre en place pour avoir, réussir cette mise en place de l'annualisation. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans la zone de chat, donc n'hésitez pas à le faire. Et si vous avez envie de revoir cette session, vous recevrez dans l'après-midi le lien pour pouvoir accéder au replay de l'événement. On va peut-être rapidement se présenter. Donc, je suis Alexandra du service marketing et donc je représente la société Eurecia. Nous sommes éditeurs de logiciels pour la gestion des ressources humaines et donc on traite à ce titre-là aujourd'hui l'annualisation puisque ça fait partie des préoccupations de nos clients qui utilisent notamment le module de gestion des temps et activités d'Eurecia. Et je suis accompagnée de Christophe, qui est responsable marketing produit. Je te laisse te présenter. Christophe Parot, effectivement. Donc, j'ai eu l'occasion de traiter de ce sujet de l'annualisation avec certains clients et prospects également, puisque c'est un sujet qui est pas mal à la mode ces derniers temps. Voilà, donc sans plus attendre, on va vous laisser la webcam et puis on va passer sur le support. Alors, on va juste... Voilà. Est-ce que vous voyez bien le document, le support? Voilà. Est-ce que c'est OK pour vous? Parfait. Oui, très bien. Très bien. Alors, on y va. Donc, tout d'abord, un petit plan pour savoir comment on va traiter de ce sujet-là. On va commencer par définir ce qu'est l'annualisation, quelles sont les conditions de mise en place. Ça va venir toucher à deux sujets principaux qui sont le calcul de l'horaire moyen annuel et légal et la rémunération qui en découle. Et puis, comment, au niveau du suivi des temps, avoir une bonne approche, une bonne pratique avec vos collaborateurs. Et on va vous montrer enfin comment dans Eurecia, nous traitons de ce sujet. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de redéfinir ce qu'est la modulation et l'annualisation, on avait envie avec Christophe de vous demander si au sein de vos entreprises, vous aviez déjà mis en place cette annualisation. C'est intéressant de savoir si vous êtes déjà au cœur du sujet ou si vous vous préoccupez un peu en amont de la question. Donc, vous avez le sondage qui s'ouvre. On vous demande du coup de vous exprimer, de voter, de nous dire si l'annualisation, c'est encore pour vous un sujet flou ou si vous avez déjà mis en place cette modulation ou annualisation parce que vous allez voir que ça revient à peu près au même. Donc, merci pour vos votes. On est sur quasiment du 50-50 pour l'instant. Et pour ceux qui nous répondent oui, ça nous intéresse de savoir quel est votre secteur d'activité. Donc, si vous pouvez dans le chat nous indiquer dans quel domaine d'activité intervient votre entreprise, ça nous permettra d'avoir un meilleur point de vue. Donc, oui, pour un organisme de formation dans le secteur associatif, dans le secteur du sport, agence de communication, vous voyez que le sujet de la modulation et de l'annualisation concerne bien des structures, la prévention médicale, la confiserie, la production d'étiquettes. Donc, c'est très varié. On avait envie de commencer le sujet en disant que ça concernait entre autres le tourisme, mais on se rend compte que ça concerne bien des structures. Merci en tout cas pour votre intervention. Donc, la modulation, qu'est-ce que c'est et comment est né ce sujet de la modulation? Donc, c'est un sujet qui a été mis en place par le législateur en 2008, donc plus de 10 ans déjà, hein, c'est une loi d'août 2008
plus globalement, c'était dans le cadre d'une loi portant sur la réforme de la démocratie sociale et la réforme du temps de travail pour venir apporter plus de souplesse à la fois pour le salarié et pour l'entreprise sur le temps de travail dans l'entreprise. Donc effectivement, ouais, comme le dit Alexandra, donc c'est un dispositif qui permet d'adapter la durée du travail en fonction des variations d'activité d'une entreprise. Donc là, on a vu différents secteurs d'activité. On peut prendre l'exemple du tourisme. Effectivement, on a des offices du tourisme qui vont avoir des pics d'activité pendant les vacances scolaires et des périodes de creux plutôt en dehors de ces vacances scolaires. Des magasins de jouets aussi, par exemple, qui vont beaucoup travailler à Noël et un peu moins sur le reste de l'année. Oui, on l'a vu aussi sur des structures en production ou en organismes de formation qui, du coup, ont de fortes saisonnalités. Tout à fait. Donc, la modulation du temps de travail, ça permet d'éviter un recours excessif aux heures supplémentaires. On va voir tout à l'heure comment. De diminuer les embauches d'intérimaires en période de haute activité, parce qu'en fait, on va étaler sur l'année ou sur une autre période le temps de présence de nos salariés. Et ça évite le chômage partiel en période creuse. En fait, ainsi, l'entreprise peut répartir, donc, comme c'est écrit, la durée du travail sur une période supérieure à une semaine, parce que ça, c'est le cadre légal, et pour une durée maximale d'une année. Ça, c'est la période la plus longue. Et c'est dans ce cadre-là qu'on parle d'annualisation. Exactement. Et donc, en fait, il y aura des semaines où les collaborateurs vont planifier plus de 35 heures et des semaines en dessous. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'au final, sur l'année entière, le salarié est planifié en moyenne 35 heures par semaine. L'accord d'entreprise. Alors, c'est vrai que la modulation se met en place avec d'habitude un accord d'entreprise dans lequel on va fixer des limites hautes de temps de travail hebdomadaire pour les périodes de forte activité et une limite basse pour les périodes de creux. Donc, la limite haute, si je prends un exemple, on va dire que sur les périodes de haute activité, on travaille 40 heures par semaine. Donc, si des heures sont effectuées au-delà de la limite haute de 40 heures, alors ces heures ne rentrent pas dans le contingent d'heures annualisées. Elles vont être payées sur le mois en question au taux de majoration prévu dans l'accord. Donc, exemple, je fais 42 heures sur ma semaine où théoriquement j'en fais 40. J'ai 2 heures sup qui sont payées le mois en question, donc tout de suite, et qui ne rentrent pas dans le contingent annuel d'heures annualisées. Donc, tu casses déjà une idée reçue. C'est pas parce qu'on met en place de la modulation ou de l'annualisation qu'il n'y a plus d'heures supplémentaires. Effectivement, puisqu'on a des limites qui sont fixées. Après, à noter toutefois qu'on a des limites légales, évidemment, qui sont toujours les mêmes, 48 heures par semaine et 10 heures par jour, sauf dérogation accordée par l'inspection du travail, on l'a noté, puisque parfois, il est possible de demander des dérogations pour des cas exceptionnels. La différence entre annualisation et modulation, bon, c'est, je pense, un sujet que vous connaissez tous. C'est ce qui définit la différence entre l'un et l'autre, c'est uniquement la période dans laquelle on met en place la modulation du temps de travail. Donc, si vous définissez une modulation uniquement sur un trimestre ou un semestre, bon, on ne parlera pas d'annualisation, mais de modulation. Si par contre, vous souhaitez mettre en place la modulation du mois de janvier au mois de décembre, à ce moment-là, on est sur l'annualisation. Et par contre, votre accord ne peut pas dépasser 12 mois. Hein, l'accord d'entreprise est signé au maximum pour cette durée d'annualisation de 12 mois. Et c'est la période maximum, effectivement. Donc en fait, pour le mettre en place, donc, toute entreprise peut recourir à l'annualisation. En fait, si on fait l'objet d'un accord collectif ou d'une convention soumise aux représentants du personnel. Alors, à défaut, puisqu'en fait, il peut ne pas y avoir d'accord, et l'employeur peut décider d'aménager ses horaires, mais en respectant les articles de loi. Alors, on a indiqué les articles les plus importants pour vous. On ne va pas rentrer dans le détail de ces articles, mais bon, il y a évidemment pas mal de règles à respecter. Ce qui est très important, c'est que la mise en place de l'annualisation, de la modulation du temps de travail ne doit pas concerner qu'un seul collaborateur. C'est forcément un service ou une équipe entière. Et ça vient répondre du coup à une question que l'on avait sur le chat. Est-ce qu'il faut forcément un accord d'entreprise? Oui, ça ne peut pas être un accord avec un seul collaborateur ou 2-3 collaborateurs sans qu'il y ait vraiment un sujet d'accord d'entreprise. Ouais. Mais dans certains cas, en fait, l'employeur peut aussi le mettre en place sans accord, mais en respectant les articles qui sont sur ce slide-là.
Les périodes de travail organisées selon un calendrier prévisionnel très précis, communiquer aux salariés et aux représentants du personnel en amont. Donc ça, c'est très important. C'est que en fait, les salariés, ils ont besoin de s'organiser dans leur emploi du temps personnel et dans leur vie. Et s'il y a un changement, il faut les prévenir 7 jours ouvrés avant. Donc, on définit des règles avec les périodes hautes et les périodes basses. Exactement. Mais si, par exemple, dans vos contraintes de production, au dernier moment, vous définissez, par exemple, que pour le mois d'août, vous aviez prévu une période basse et puis finalement, c'est plus si vrai que ça, vous avez 7 jours pour informer les salariés concernés. Et pour préciser, dans l'accord d'entreprise, ce délai de prévenance peut être réduit, mais si c'est le cas, souvent il y a des indemnités qui sont prévues pour les collaborateurs si vous les prévenez 2 jours avant. C'est possible, mais par contre, il y aura des indemnités. Tu as préparé un exemple, Christophe, de planning, alors qui est très simple, mais qui peut être beaucoup plus complexe selon vos cas de figure. Mais là, on comprend bien l'effet des périodes hautes et des périodes basses. Effectivement. Donc, en fait, les périodes hautes ici sont les périodes en orange, où en fait les salariés vont travailler 40 heures, et sur les périodes basses qui sont en bleu, les salariés vont travailler 30 heures. Et en fait, on voit que sur l'année, donc là c'est un exemple d'annualisation, l'année, on est bien sur une moyenne de 35 heures. Alors, le nombre d'heures de référence, c'était une question aussi que l'on avait tout à l'heure sur le chat, c'est bien 35 heures. Après, si vous avez des salariés à temps partiel, bien évidemment, on en tient compte dans la modulation. Et j'y viendrai tout à l'heure, mais sur le calcul, puisqu'on va parler des 1607 heures, mais je crois que c'est maintenant. Allons-y. Donc on y va. Alors je vais juste redonner le cadre légal puisqu'on parle souvent de 1607 heures à réaliser sur l'année. Donc ça, c'est pour un cas classique d'un contrat dit à 35 heures par semaine. En fait, ce calcul provient, donc, comme on l'a écrit ici, de 365 jours sur l'année, moins 52 samedi, moins 52 dimanche, moins 8 jours fériés, moins 25 jours de CP. Ça fait 228 jours fois 7 heures qui font 1596, qui ont été arrondis par le législateur à 1600, auquel on ajoute la journée de solidarité qui font 1607 heures. Le compte est bon. C'est un peu barbare, mais en tout cas, c'est de là que vient ce calcul. Et on peut se demander pourquoi 8 jours fériés, mais en fait, il y a habituellement 11 jours fériés, mais en général, il y en a 3 qui tombent un week-end, d'où 8 jours fériés pris en compte dans le calcul. Ça, ce sont des informations qu'on peut retrouver, par exemple, sur le site du gouvernement, de manière à pouvoir avoir les informations si vous avez à mettre en place l'annualisation dans votre structure. Et donc, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que par convention, dans vos accords d'entreprise, ça peut tout à fait être 1625 heures à réaliser sur l'année, ou alors un peu moins ou un peu plus. Ça, c'est vraiment en fonction de vos cas. Alors, on a une question sur les alternants. Alors, est-ce que ça concerne les contrats 39 heures? 39 heures, ça peut. En fait, c'est juste que là, dans ce cas-là, en général, soit vous avez un accord de 1607 heures et vous leur donnez en plus des RTT, soit vous comptez 39 heures, donc un peu plus que 7 heures par jour, et donc ça va faire à réaliser sur l'année un peu plus que 1607 heures, donc ça fera peut-être 1630 ou 1640. Alors, on a la réponse d'une personne qui nous dit 39 heures, ça représente 1787 heures. Ok, très bien, voilà c'est très bien. Parfait. Vous apportez les réponses les uns les autres, c'est super. Merci Nancy pour votre participation. On a une question intéressante. Quid de l'Alsace et de la Moselle par rapport aux jours fériés qui ne sont pas forcément les mêmes? J'imagine que c'est ça la question. C'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse. On va regarder et on vous répondra après. Voilà. Et les alternants, oui, ils peuvent être concernés aussi. Enfin, je vois pas, c'est un salarié comme les autres. La seule chose, c'est qu'il faut jongler avec ces périodes de formation. Donc là, on vous invite à vous rapprocher de l'organisme de formation concerné pour savoir comment mettre en place l'alternance. Alors, enfin, une question, conserver tous les pointages d'heures travaillées. Donc la question, c'est est-ce que vraiment il faut pointer? Alors attention, quand on dit pointage, c'est plutôt un traçage des heures. En tout cas, il faut tracer les heures que les gens ont réalisées. C'est pas forcément une badgeuse à mettre en place. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on sache, quand on est au mois de juillet, où c'est qu'on en est, combien d'heures on a déjà réalisé
au mois de juillet pour savoir combien il me reste à faire. Donc ça veut plus dire faire un suivi des heures très régulier. Pointage ne veut pas dire forcément badgeage, même si ça peut être le cas. En tout cas, un suivi des heures. On y vient justement parce que ça fait partie un peu des pièges de l'annualisation. Donc, on va en traiter sur cette deuxième partie. Les avantages pour le salarié en termes de rémunération, c'est que ça lui garantit une rémunération fixe. Puisque sinon, si vous avez de grosses variables, du coup, il y a des périodes avec beaucoup d'heures supplémentaires et d'autres où, au contraire, eh bien, il peut y avoir un déficit du côté de la trésorerie du salarié. Donc là, vous lui garantissez une rémunération fixe qui va être du coup lissée sur les 12 mois. Il y a une gestion qui peut être un peu spécifique au niveau des absences en cas de congé maladie ou de congé sans solde, par exemple. Donc là aussi, Christophe, tu préconises d'être vigilant. C'est aussi là qu'il faut bien suivre les heures travaillées et les heures d'absence, puisque si par exemple vous êtes en congé maladie pendant une semaine, voire 15 jours, il va falloir réajuster votre nombre d'heures restant à travailler sur l'année, puisqu'on part du principe que 1607 heures seront réalisées. Si vous posez du congé sans solde, autre exemple, vous allez avoir moins à réaliser, puisque sinon vous n'atteindrez jamais l'objectif initial. Donc il faut toujours réajuster cet objectif par rapport aux absences aussi. Et alors les heures sup. On en a rapidement j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc effectivement, les heures travaillées entre la durée légale de 35 heures et la limite haute fixée, donc tout à l'heure dans notre exemple c'était 40 heures pour les périodes hautes, ne sont pas considérées comme des heures sup en tant que telles, et donc ne donnent droit ni à majoration ni à des jours de récupération sur le mois en question. Seules les heures réalisées au-delà de la limite haute sont considérées comme des heures sup et doivent être traitées comme telles le mois en question. C'est-à-dire que celles-là ne rentrent pas dans... on n'attend pas la fin de l'année pour payer les heures sup. C'est vraiment... j'ai fait 43 heures. Au moins le mois. J'ai fait 43 heures sur une semaine, alors que ma limite haute était 40. J'ai 3 heures sup à traiter. Et ensuite, évidemment, à la fin de la période de modulation, un bilan est réalisé, enfin, pour comparer quand même le nombre d'heures travaillées avec le nombre d'heures théoriques. Donc, il se peut qu'on soit quand même un peu plus ou un peu moins. Et donc là, en fin de période, de nouveau, vous faites un état des lieux. Il va y avoir 1607 heures, vous avez fait 1610, vous avez 3 heures à traiter. Et alors oui, effectivement, c'est obligatoire, on a une question dans ce sens-là, de définir les limites hautes et basses. Sinon, il n'y a pas d'accord possible. Il faut vraiment être très précis sur ce sujet-là. Très précis et très rigoureux, on va le voir sur le suivi. Du coup, oui, voilà, je me fais la transition toute seule. Il est très important d'être rigoureux et précis dans votre accord sur la définition du planning, par exemple, et de définir à partir de quand les heures supplémentaires vont être déclenchées. Et il va falloir avoir un suivi rigoureux à la fois sur le planning et sur le suivi des heures. Alors, on ne parle pas de pointage, effectivement, mais en tout cas d'avoir au moins un déclaratif sur les temps réalisés, de manière à ce que vous puissiez être rigoureux dans ce que vous présentez aux collaborateurs dans ces contraintes, mais aussi d'avoir un retour de sa part sur ce qui a été réalisé. Alors, quelques risques. On a quand même ici indiqué que la modulation, ça ne répond pas à tous les cas de figure, qu'il peut y avoir certains problèmes en fonction de l'activité des entreprises. Il y a eu à un moment un effet de mode où en fait pas mal de sociétés y passaient alors que finalement ça ne correspondait pas à leur activité. Donc finalement, il y a un des risques, c'est le casse-tête des plannings à mettre à jour en permanence, puisque si l'activité varie vraiment, c'est compliqué de savoir si les gens doivent être présents à 40 heures, 41 heures ou 30 heures parce qu'il n'y a pas d'activité. Donc s'il y a vraiment des fortes variations d'activité, c'est pas évident. Et ensuite, si par exemple la baisse d'activité qu'on a prévue initialement n'a pas lieu, là en fait on est embêté parce qu'en fait on est toujours en période de pic d'activité, mais on a prévu que les gens le mois prochain ne travaillent que 30 heures. Là on va être embêté. Donc, il y a des cas vraiment où la modulation du temps de travail ne répond pas forcément
à l'activité de la société. Donc, on a mis le cas d'un directeur général d'une société de fabrication de ski. En fait, ils en sont revenus, parce que la modulation n'était pas adaptée à leur variation de production, et que le système était plus rigide finalement que les heures sup. Donc, au final, en fonction de la météo et des concurrents et d'autres variables, en fait, ils sont revenus à un accord classique de temps de travail. Oui, la modulation, c'est pas forcément la réponse à toutes vos problématiques de gestion d'heures supplémentaires. Hein. Donc, il convient de vraiment se poser la question sur la saisonnalité et sur le prévisionnel à avoir sur le temps de travail. Et je rebondis sur une question, Christophe, en complément, sur une question que l'on a eue sur le chat. Je vais la retrouver, elle n'est pas loin. Pour savoir si on pouvait régulariser les heures supplémentaires d'une année sur l'autre. Donc, oui. Si par exemple un collaborateur a dépassé son seuil d'heures supplémentaires, est-ce qu'on peut remettre en place l'annualisation sur l'année d'après? Alors, ça, c'est l'accord qui va le préciser. Le cas classique, c'est quand même qu'à un moment donné, on fait un bilan en fin d'année et les éventuelles heures sup, on les traite à la fin de l'année ou à la fin de la période de modulation pour soit les payer, soit les donner en récup. Et pas les intégrer dans le contingent d'heures à réaliser l'année d'après. L'accord peut le permettre, mais le cas le plus classique, c'est quand même qu'en fin de période, vous faites le bilan des heures sup sur la période donnée. Donc j'espère, Thomas, qu'on a répondu c'est possible. À votre question. On avance parce que je vois l'heure tourner, il est presque midi. Donc on vous fait peut-être un petit résumé de la situation. Donc les avantages de l'annualisation, du point de vue de l'entreprise, c'est d'avoir moins de recours aux heures supplémentaires et à l'intérim, par exemple, ou aux sous-traitants, et puis d'éviter pour le collaborateur le recours au chômage partiel, mais pour l'entreprise aussi, hein, et d'assurer, du point de vue du salarié, une rémunération fixe. Et les inconvénients, c'est un peu ce qu'on a dit là à l'instant, demande des ajustements des plannings prévisionnels réguliers, parce que si ça bouge beaucoup, il faut ajuster les plannings. Moins de flexibilité de dernière minute, donc sur les périodes de pic d'activité ou creux imprévus. Et nécessite un suivi des heures réalisé très rigoureux tout au long de l'année, évidemment, parce que si je prends un cas où vous avez un collaborateur, on est au mois de septembre, il est déjà à 1600 heures, vous allez être embêté. Donc là, il faut vraiment le suivre depuis le début de l'année pour ajuster son planning comme souhaité. Alors, on va vous montrer donc dans Eurecia ce que l'on propose pour venir vous aider dans la mise en place et dans le suivi de cette annualisation. Donc, le point de départ, Christophe, c'est le planning. Évidemment, le planning. Donc là, ici, c'est un exemple de ce qu'on appelle le planning horaire dans Eurecia, avec des couleurs très simples. On voit ici que le service client est en période rouge, c'est-à-dire période de haute activité. Ils sont à 39 heures sur la période là, de fin juillet, début août. On voit que le service administratif en haut de l'écran, ils sont en période verte, c'est-à-dire basse activité sur fin juillet, et ils passent en période moyenne à 35 heures à partir de fin juillet, début août. Et on a enfin au milieu deux personnes qui, eux, ne rentrent pas dans le cas de l'annualisation. Eux, ce sont des personnes avec des horaires classiques. Une personne en bleu là, qui est en 35 heures classique toute l'année, et une personne qui est à temps partiel, 28 heures toute l'année, donc c'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans l'annualisation. Donc là, les choses sont clairement identifiées. Chacun sait dans quelle période il se situe. Un exemple ici de feuille de temps pré-remplie. Donc là, c'est une feuille de temps que soit le collaborateur va venir compléter. Donc là, on voit ici qu'elle est pré-remplie par l'horaire de travail que le manager ou le service RH aura affecté au collaborateur. Et on peut évidemment l'adapter. Si on a fait plus d'heures, on vient compléter sa feuille. Donc ça peut être soit les collaborateurs eux-mêmes, c'est ce qui se fait le plus souvent, mais on a aussi quand même quelques industries par exemple où en fait ce sont les managers qui vont venir compléter les feuilles de temps de leurs équipes. Donc là, on vient ajuster entre le planning et le réalisé. On vient déclarer le temps effectif de travail. Exactement. Et enfin, ça c'est une vision de ce qu'on voit en synthèse d'une feuille de temps. Donc là, c'est une feuille du mois de juin. Ce qui est important, c'est ce qui est entouré en rouge, c'est qu'à la fin de la saisie, on voit reste 824 heures à réaliser jusqu'à la fin de l'année. Et donc, on peut suivre… c'est le garde-fou. C'est le garde-fou, ouais.
Donc, c'est à partir de cette vue-là que le service RH va éventuellement proposer une nouvelle planification si vraiment il y a explosion du nombre d'heures réalisées ou inversement. Exactement. Alors, on a à nouveau des questions. C'est un sujet qui vous questionne. Peut-on avoir le détail des temps réalisés sur le planning? Non, parce que le planning, c'est le planning. Alors, aujourd'hui, non. C'est vrai que ce sont des demandes qui reviennent, mais aujourd'hui, dans Ressia, c'est pas le cas. Mais en tout cas, on va retravailler le planning pour qu'on puisse voir en même temps le prévisionnel et le réaliser sur le planning. Et comment sont valorisés les congés payés ou maladie? Donc, c'est ce que tu as abordé tout à l'heure, Christophe. Alors, valoriser, en fait, on va définir sur chaque type d'absence, en fait, quand on paramètre le logiciel, on va indiquer si les types d'absence sont comptés comme travaillés ou non. Et est-ce qu'on compte 7 heures pour un congé payé? On peut même faire les compter différemment et dire qu'un congé payé compte 8 heures, pourquoi pas. Évidemment, on a une gestion des demi-journées. Après, il y a une autre question sur les arrêts maladie. Ça, c'est important, c'est que si on est en arrêt maladie, on va réajuster l'objectif annuel à réaliser, qui sera plus de 1607 heures en fonction de la durée de l'arrêt maladie. Comment peut-on différencier les temps de congés payés entre les personnes? Oui, quand on a des personnes annualisées et des personnes non annualisées, on va définir des règles différentes sur les congés payés? Pas forcément. Ça peut dépendre de la convention collective, par exemple? Ça dépend, oui, non. On n'a pas forcément deux types de congés payés différents parce qu'on est annualisé ou pas. Ce qui peut arriver, là, peut-être c'est ça la question qui est derrière, c'est qu'une personne a des reliquats de congés de l'année dernière, donc elle va poser plus que 25 jours de congés payés sur l'année. Ce qui veut dire que si je pose par exemple 28 jours, pareil, il faut que je recalcule mon objectif d'heures à réaliser sur l'année, puisque je ne pourrais pas faire 1607 vu que je pose plus de congés payés. Et puis une dernière question, après on va devoir, si jamais, vous répondre individuellement, parce que vous en avez vraiment beaucoup. Quel est le niveau de détail dans la déclaration des temps sur les feuilles de temps? Donc j'imagine que c'est savoir si on déclare en heures ou en minutes, le niveau de détail. On peut déclarer à la minute. On peut aller vraiment dans un détail très précis. Sur l'exemple qu'on vous a montré. Là, oui, tout à fait. Là, c'est du classique 9h midi, 14h, 8h30, mais on peut aller jusqu'à 18h32 si on veut, arriver à 8h57. Et comme je disais tout à l'heure, ça peut être alimenté par des badges. Donc là, les feuilles sont pré-remplies par des badges, ou alors simplement par les horaires de travail qu'on a affectés aux salariés. Donc, si on vous parle de ce sujet-là, c'est parce qu'effectivement, dans Eurecia, vous avez deux modules qui viennent répondre à cette problématique de gestion de la modulation ou de l'annualisation. Donc, ce que vous avez vu sur la déclaration des temps se trouve au niveau de temps et activité. Et le prévisionnel se situe dans le planning. Mais par exemple, le module congé absence, on vient d'en parler sur plusieurs de vos questions, vient en complément, bien sûr, de votre suivi des temps. Donc chez Eurecia, aujourd'hui, on a une offre qui est vraiment globale, où on vient apporter un soutien aux PME sur l'administration du personnel et la gestion des talents. Donc l'annualisation est un des sujets que l'on rencontre, et peut-être de plus en plus souvent d'ailleurs, au sein des PME, mais on traite bien d'autres sujets avec nos clients. L'offre d'Eurecia est modulable. En SaaS, donc 100% web. Donc, si vous avez évidemment un sujet à envisager avec nous par rapport à tout ça, n'hésitez pas à revenir vers nous et à demander à l'issue du webinaire à être recontacté. Aujourd'hui, on a plus de 1300 clients qui nous font confiance de toute taille. Ça peut être des TPE, des associations ou de grosses PME et des ETI. On vient apporter une réponse en fonction de vos contraintes, de vos conventions collectives. Donc, nous ne sommes pas des spécialistes en droit social. On vient vous apporter notre support, notre soutien. Mais il convient sur des sujets très particuliers vraiment de vous rapprocher de vos responsables juridiques ou de vos conseils. Et puis, si vous avez un sujet à envisager avec nous, on tâchera de vous apporter une réponse satisfaisante, on l'espère, sur
sur votre gestion des temps et plus particulièrement sur la modulation des temps de travail. Et on a eu quelques questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Alors, on va peut-être revenir dessus. Il nous reste quelques minutes ensemble. Alors, on parcourt vos questions. Quel est le niveau de détail dans les feuilles de temps? En fait, on l'a vu, hein, c'est voilà. Alors, on a une question très précise sur le réajustement du compteur si on prend des congés sans solde ou maladie. Donc ça, en fait, vous allez déduire le nombre d'heures de congés sans solde et de maladie ou de maternité pour recalculer votre objectif, un peu comme on a montré tout à l'heure, le calcul des 1607 heures, il faudra déduire en plus le nombre d'heures de maladie, le nombre d'heures sans solde pour recalculer l'objectif initial. Pour récupérer le manuellement Alors, aujourd'hui, dans RSIA, pour l'instant, c'est manuel, mais on travaille pour l'automatiser. Quelles sont les conditions de réussite pour la mise en place? Ça, c'est une belle conclusion. Merci, Marilyn. D'abord, ça va être l'anticipation avant de vous lancer dans la modulation. Réfléchissez bien, est-ce que vous avez, comme on a commencé à l'aborder, est-ce que vous avez une vraie saisonnalité à prendre en compte ou est-ce que ça a été juste, vous avez constaté en 1 an, 2 ans, un pic mais sans vraiment de justification de saisonnalité, là c'est peut-être plus dangereux. Peut-être que la bonne pratique, ça peut être de commencer par la modulation avant de se lancer sur l'annualisation? Oui, alors l'essayer sur des périodes plus courtes, effectivement, mais déjà, ouais, c'est bien en discuter aussi avec ses salariés et pour tâter le terrain aussi, parce qu'il faut que ce soit accepté et bien leur expliquer les avantages et être sûr surtout que ça correspond bien à vos périodes d'activité et que vous êtes en mesure de bien prévoir votre activité. Ça, c'est le plus important. Et puis après, de vous doter d'un maximum d'outils et de techniques. Hein. Nous, on vous présente un outil, mais il y en a certainement d'autres. Merci Didier de rebondir en disant discuter avec les salariés, c'est indispensable. Donc, se doter d'outils et de bonnes pratiques pour vraiment avoir un suivi exhaustif et ne pas se laisser déborder par cette modulation qui peut s'avérer cher au final si vraiment vous dépassez excessivement les heures supplémentaires. Ok, les autres questions, on y répondra. Oui, on reviendra. Vous avez vraiment été de bons contributeurs sur cette session webinaire. On sent bien que vous le vivez de près. Il est l'heure de vous quitter, de vous laisser. C'est passé extrêmement vite. Merci vraiment pour votre présence, pour votre activité sur ce webinaire. On vous souhaite aussi à tous de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'en prendre. Comment récupère-t-on le support? Ah oui, le support, normalement, vous devriez pouvoir le télécharger tant que vous êtes dans la session. C'est un PDF. Et puis, si vraiment il n'est pas téléchargeable, eh bien, on vous le proposera à l'issue du webinaire par mail. On nous dit que ce n'est pas forcément le bon. Du coup, on n'a pas mis le bon. Donc alors, on va vous l'envoyer. Voilà. Merci à tous et très belle journée et un très bel été. Merci. Merci. Au revoir.